vous êtes tous et toutes des jeunes enseignants, bonjour, dans les 5 premières années. Oui, c'est beau. Vous avez tous et toutes choisi cette profession, c'est un choix que vous avez fait. Alors, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, et ce matin, ça va être une forme de conférence interactive, inviter des gens à venir à l'avant avec moi. Et ce que j'aimerais qu'on regarde un peu, c'est comment prendre soin de soi dans cette magnifique profession qui n'est pas facile, où il y a ses difficultés et ses joies aussi. Mais si vous avez choisi cette profession, c'est parce que vous avez beaucoup à apporter et beaucoup à donner. Oui? Bien. Et on va faire quelques exercices. Vous avez tous les deux documents. Un document, c'est marqué annexe. Et un document, c'est marqué l'importance de prendre soin de son étincelle pour être heureux dans son choix professionnel. Alors, je vais travailler à partir de ces deux documents-là et je vais ajouter des choses. Et toute question que vous avez, j'apprécierais énormément qu'on puisse le partager. Pour moi, la générosité, ce n'est pas toujours donner de l'argent, mais c'est de donner également ses idées, ses pensées, ses réflexions qui enrichissent toute une communauté. Ça vous va? Bien. Je vais commencer avec toi. Tu es ici, s'il te plaît. Merci. Alors, je travaille toujours de cette façon-là, en interaction. J'aimerais dire ceci, qu'une des choses que j'ai apprises au cours de mes années de profession, avec les hauts et les bas, c'est d'essayer de prendre soin de soi. Et je considère qu'à l'université, on en parle très, très peu. Et je trouve ça excessivement dommage. C'est pas à cause qu'on a beaucoup à donner et qu'on est généreux et généreuse comme vous l'êtes, qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre soin de soi. Alors, je vais vous parler de mes expériences, de mes réflexions d'environ 40 ans. J'ai commencé à enseigner en 1966, alors vous faites le calcul à peu près. J'ai passé par toutes sortes d'épreuves comme vous, qui m'ont enrichi. Alors, j'ai commencé dans les écoles primaires, une douzaine d'années. Ensuite, je suis allé dans des écoles secondaires, mathématiques et sciences. C'est surtout avec des élèves en difficulté, je vais expliquer pourquoi après. Et je n'avais pas de profil de carrière, mais à un moment donné, la vie nous emmène en quelque part, comme probablement va vous emmener dans des années à venir. On m'a demandé d'être conseiller pédagogique. Et ce qui me plaisait, c'est être dans des classes et travailler avec des enseignants pour travailler ce qu'on appelle en chinois en team. Et j'ai été de passage comme directeur d'école 3 ans. Et je n'ai pas aimé ça parce qu'il n'y a pas un gestionnaire en dedans de moi, mais c'était heureux que je passe par la direction d'une école primaire parce que j'ai vu qu'il y avait un enseignant qui voulait vivre et qui voulait encore enseigner. Et à partir de ce moment-là, je suis allé travailler plus au niveau de la formation des maîtres. J'ai travaillé à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse 3 ans, où les Acadiens m'ont beaucoup appris à aimer ma langue et à défendre ma langue. Depuis 1994, je suis de retour ici. J'enseigne particulièrement à l'Université de Sherbrooke et j'ai eu le privilège d'avoir des étudiants ici, qui sont ici. J'enseigne également à l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université de Montréal en supervision de stage. Je fais des ateliers. Donc, tout ça pour dire que je suis un hyperactif de naissance et que je vais mourir hyperactif. C'est ce que je vous dis, c'est comme ça. Je vous inviterai que quand vous voyez des élèves hyperactifs, essayez de leur montrer à contenir leur énergie et non pas à inhiber leur énergie. Mais ça prend une vie pour apprendre à contenir. Et ils ont besoin des gens comme vous pour leur montrer à contenir. Et je suis persuadé qu'ici, il y a seulement des personnes qui ont une forme d'hyperactivité qui est la vie. L'hyperactivité, c'est la vie. Ce dont je vais parler aussi, c'est teinté de mon expérience d'élève. J'ai doublé 2 fois. Il y a 4 écoles qui m'ont mis dehors pour troubles de comportement. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai fait, mais je suis sûr que vous avez des élèves plus gentils que je l'étais dans le temps. Tout ça pour dire que si je suis ici, et si je veux partager ma passion, je veux travailler encore au moins jusqu'à l'âge de 75 ans, c'est mon choix, et bien parce que c'est des enseignants comme vous qui m'ont aidé, qui m'ont sauvé. J'étais dans un milieu familial dysfonctionnel, mes parents m'ont donné la vie, c'est beaucoup, mais eux-mêmes avaient leur travail à faire sur leur propre vie. Et c'est des enseignants que j'ai rencontrés. Et c'est des enseignants que j'ai gossés et qui ont su, à un moment donné, me mettre un cadre.
et que petit à petit, j'ai été amené à être ici. Alors, tout ce que je peux vous dire, si vous avez des élèves qui vous en font voir de toutes les couleurs, sachez que vous êtes important dans leur vie. Mais le problème, c'est que ça ne paraît pas parce que c'est à l'intérieur. Et j'espère que ce matin, on va sortir avec cette croyance que le choix que vous avez pris comme professionnel, c'est un choix tellement important et qu'à travers ça, il faut apprendre à prendre soin de soi. Ça va-tu? Oui? Tu es prête à m'aider? Bien. Alors, sachant ta capacité à être droit, hein, c'est ça? On avait déjà travaillé ça, non? Le corps, un peu? Un petit peu. Alors, tu veux nous lire l'importance de prendre soin de son étincelle? À la page 2, s'il vous plaît. Alors, j'emmène quelqu'un à lire, puis moi, je vais ajouter des choses. Alors, si vous voulez prendre des notes, poser des questions, on va essayer de vivre 2 heures. Vas-y. La profession que l'on a librement choisie, soit celle d'accompagner les enfants dans leur développement, exige non seulement d'avoir l'étincelle pour accomplir les tâches qui s'y rattachent, mais également de la nourrir. Et quand je parle de l'étincelle, c'est l'étincelle que vous avez. C'est ça qui vous a aidé à prendre votre choix d'être des enseignants. Et j'aimerais ça que vous regardiez éventuellement, peut-être pas ce matin, où elle en est, votre étincelle. Puis il y a une seule personne qui peut la nourrir, c'est vous. C'est ce que j'ai appris. Maintenant, si on a un environnement riche, ben, ça peut aider. Aussi. Donc, autrement dit, de prendre soin de son étincelle. La question est de savoir comment prendre soin dans ces temps où l'image idéale et idéalisée des enseignants et enseignantes prend une proportion inouïe et qui risque d'éteindre que de nourrir l'étincelle. Il nous faut apprendre à prendre soin de soi et de son étincelle. Un apprentissage qui, malheureusement, ne fait pas encore partie de la formation initiale et continue. Cette conférence interactive nous permettra d'examiner comment chaque personne peut apprendre à prendre soin de son étincelle et de celle des collègues. Et de celle des collègues, entre nous aussi. Hein? On est parfois dans cette profession-là un peu tout seul. Je ne sais pas si actuellement vous avez vécu cette expérience de sentiment d'isolement, de solitude. J'espère que non. Et si oui, il y a quelque chose à faire avec ce sentiment-là qu'on va essayer de voir. Un acte dont nous avons toutes et tous la responsabilité. Chaque personne qui choisira de participer à cette conférence interactive devra apporter une carte et une enveloppe, préadressée et préaffranchie, une carte qui lui est significative. Ça, c'était pour un colloque, mais on ne vous a pas demandé ça, c'est ça matin. Ça vous va? Pour notre introduction, on va enchaîner. Vous lisez la page 3. Ici, à apporter un crayon, j'ai des choses à vous dire. Avec les années, j'ai pris conscience de l'importance de notre profession. Une des professions la plus indispensable pour l'être humain et la communauté. Peut-être souligner ça. C'est la profession pour moi la plus importante. Ma fille qui est en théâtre a dit non, papa, c'est en théâtre. Je dis non, tu passes après. En question de mettre des priorités. Hein? Je suis vieux qu'elle ici. Alors, pour moi, imaginez un jour qu'on ferme les écoles primaires et secondaires pendant 6 mois, 1 an, et c'est l'anarchie. Donc, et en plus, on travaille pour le développement des autres personnes. C'est ce que vous avez choisi. Vous avez choisi d'être utile. Et maintenant, là-dedans, il faut apprendre à prendre soin de soi. Cette lente prise de conscience a fait émerger la question suivante. En quoi sommes-nous professionnels et professionnels? Autrement dit, quels sont les domaines de notre profession? Cette réflexion m'a amené à identifier les domaines suivants. Oui, hein? Nous sommes des professionnels et vous l'êtes. J'espère qu'on vous le dit et que vous le dites. Parce que ce n'est pas juste de recevoir ça de l'extérieur, mais si je ne me le dis pas, il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors, on me parle souvent qu'on est des professionnels de l'enseignement, mais je me suis dit, en quoi on est professionnel? Hein? Dans quel volet? J'ai tenté d'en identifier. Si vous en avez d'autres, vous les ajoutez. Vas-y. Donc, nous sommes des professionnels de l'éducation. Premièrement, de l'éducation. Et vous éduquez les jeunes au secondaire. Et qui sait si vous les éduquez drôlement avec ce que vous êtes. De la pédagogie. Oui, vous avez des approches pédagogiques. Vous avez une relation avec eux. De l'enseignement. Vous enseignez, hein, au niveau de la didactique. De l'apprentissage. De l'évaluation. Et du développement de la personne humaine. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 mois de vacances. Ben oui, hein? Il faut le dire. Hein? C'est une des raisons. C'est là-dedans qu'on travaille beaucoup. Je défie souvent des personnes à venir en classe et prendre le travail qu'on fait. Mais ce n'est pas si simple.
En passant, entouré de l'évaluation. Vous êtes des professionnels de l'évaluation. Donc, quand vous évaluez des élèves devant les parents, mais il faut l'évaluer avec ce sentiment que c'est un professionnel, une professionnelle dans moi qui le fait. Devant les parents, des fois, là, ça peut être difficile. On va y revenir là-dessus. Pour prendre soin de soi et de son étincelle, il m'apparaît fondamental de se reconnaître, s'affirmer, se traiter, se responsabiliser, agir, se faire aborder comme professionnel, l'importance de prendre soin de son étincelle pour soi-même et autrui. Oui, merci. Merci. Je ne sais pas, tu n'as pas déposé. Non, je peux en demander un autre. Oui. J'apporterai un petit commentaire ici. Parfois, on dit, mais les parents, les gens ne nous traitent pas en professionnel, ne nous voient pas en professionnel. Personnellement, au risque de vous fâcher un petit peu, c'est ce matin, il faudrait commencer par se traiter nous-mêmes en professionnel. Il faudrait commencer par voir la personne qui est à côté de moi dans mon local, c'est une professionnelle. Ça se peut qu'elle ne travaille pas de la même façon que moi, mais elle travaille en professionnel. Et pour moi, c'est toute la base. L'autre chose que j'aimerais ajouter, il y a quelques endroits qui commencent, parce qu'ici, au Québec, on a quelques mentalités que je questionne. Une des choses que je dis, c'est, est-ce qu'un jour, on pourrait afficher à la porte d'une école ou à la porte de nos classes les diplômes qu'on a été chercher? Quand je vais voir un mécanicien qui est reconnu par le CAA, par exemple, qui ont un genre d'attestation, quand je vais voir d'autres professionnels comme un médecin, dentiste, où c'est affiché, c'est pas par snobisme. C'est parce que les gens ont travaillé assez fort, et qu'il y a eu une communauté sociale qui a dit, mais voici, on vous reconnaît comme tel. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre de ces temps-ci, mais je sais que les personnes qui le font, souvent, ça apporte des éléments différents. Et que l'élève qui rentre dans la classe, il rentre dans une classe d'un professionnel. L'autre chose que j'aimerais dire aussi par rapport à ça, c'est que pour moi, ça m'apparaît très clair que c'est votre classe et non pas la classe des élèves. Il y a une manie actuellement, je dis bien une manie, mais je peux bien me tromper, mais actuellement, c'est ma position, que quand vous êtes dans la classe, vous êtes le maître, la maître de la classe. Et ce n'est pas l'élève. L'élève, il vient pour prendre sa place en respectant la place des autres. Et ça me paraît important, tout ce petit domaine-là, et c'est une façon de prendre soin de soi. C'est très clair pour moi. Je donnais une conférence à des parents, et il y a un père, ce que j'abordais, certains éléments du développement des adolescents et des enfants, qui me dit ceci, il dit, vous savez, c'est plus comme avant. Ben, j'ai dit, ouais. Ben, il dit, oui, il dit, maintenant, on a des enfants rois. Alors, j'ai écouté ça. Je me suis servi de 2 techniques d'animation que je vous présente. La première technique, je l'ai félicité d'avoir parlé. Je trouve ça intéressant ce que vous dites. Et la deuxième technique, j'ai demandé si je pouvais lui poser une question. Il m'a dit oui. Alors, je lui ai dit ceci, si on a des enfants rois, est-ce que ça veut dire qu'on a des parents valets? Alors, si on a des élèves rois dans une classe, ça veut dire qu'on a une personne valet devant. Je pense que là, il faut regarder ça. Et vous n'êtes pas des valets, vous êtes des professionnels, vous êtes des maîtres. Et ça, c'est important pour moi. C'est une façon de prendre soin de soi et de s'assumer. Est-ce que ça va? Oui? Bien. Tu veux me rendre service? Il y a une technique que j'aimerais partager ici avec vous, c'est la technique des mains dans les poches. Oui. Prendre soin de soi, en quelque part, c'est aussi apprendre à enseigner les mains dans les poches. Ça m'a été enseigné avant la Réforme, en 1965. Plusieurs étaient pour le monde. Par un enseignant à l'école normale. Dans le temps, c'était l'école normale, non pas l'université. Et c'était le plus beau cours de pédagogie que j'ai eu, où l'enseignant m'a dit, mais si tu mets les mains dans les poches et que si tu es là pour diriger, superviser, tu vas faire faire à tes élèves des éléments à travers lesquels ils vont apprendre, plutôt que si toi tu fais tout en avant de la classe. Et prendre soin de soi, c'est se poser la question, est-ce que parfois j'en fais trop dans une classe? Je pense qu'il faut se la poser, la question. On en fait peut-être trop parce qu'on est généreux et généreuse. Hein? C'est des qualités de notre profession.
On a fait peut-être trop parce qu'on a peur de déranger. On a fait peut-être trop parce qu'on a peur de mettre un élève mal à l'aise, quand c'est dans le malaise qu'il va apprendre. Alors, c'est pour ça que je fais rire les personnes, j'ai fait lever, et en classe, dans mes cours, je fais régulièrement lever quelqu'un lorsque j'enseigne, pour qu'il prenne sa parole, qu'il porte ce qu'il a apporté, et l'estime de soi commence à travailler également de cette façon-là. Sachez qu'un élève assis derrière son pupitre, il se sent en force. Mais lorsqu'il est debout pour exprimer quelque chose, c'est plus vulnérable. Je ne sais pas si vous saisissez. Et c'est une façon aussi de prendre soin de soi. Vous savez, c'est par des petits gestes qu'on prend soin de soi et non pas par de grandes choses pour moi. Alors, tout ça pour dire que j'invite les gens à venir lire. Alors, j'aimerais ça que tu nous lises qu'est-ce que prendre soin de soi à la page 4. Tout le monde est à la page 4 vers le bas. Vous pourrez lire le haut. C'est une introduction. Prendre soin de soi et de son étincelle, c'est un acte personnel et responsable qui provient de l'intérieur, au lieu de contrôle interne. Oui, prendre soin de ça vient de l'intérieur. Alors, peut-être de regarder ça. Est-ce que je sens là, que je prends soin de moi à travers ma vie professionnelle? Parce que prendre soin de soi, c'est pour rester à la maison et rien faire. Mais ça vient de l'intérieur. Je dis ceci, si vous vous attendez à ce que ça vienne de la direction de d'autres personnes, parfois c'est là qu'on crée des attentes. Tant mieux si ça vient. Mais quelque chose qu'il faut qui vienne de nous. C'est ça? Un acte qui exige le développement des composantes de l'intelligence émotionnelle. Oui, et dans les composantes de l'intelligence émotionnelle, parce que notre profession est basée beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. Alors, la première composante que je n'ai pas écrite, et que vous pouvez peut-être prendre en note si vous le voulez, c'est la connaissance de soi. Apprendre à se connaître comme professionnel, comme personne. La deuxième composante, c'est la maîtrise de ses émotions. Et actuellement, il y a tellement de recherches dans ce domaine-là. La troisième composante, c'est l'automotivation. Et je vais voir tantôt la différence entre la motivation et l'automotivation. La quatrième composante, c'est l'empathie. Et la cinquième, c'est d'avoir des relations harmonieuses avec les gens. Un acte essentiel pour l'atteinte de l'harmonie, l'équilibre, le plaisir d'enseigner et être heureux malgré les aléas et les difficultés inhérents à son choix et sa vie professionnelle. Oui, apprendre à être heureux, et je voudrais vous poser la question, puis regardez là, est-ce que vous êtes heureux dans le choix professionnel que vous avez fait? Est-ce que vous ressentez là qu'il y a une forme de bonheur de faire ce que vous faites, malgré les aléas, malgré les difficultés, parce que notre vie professionnelle est remplie de difficultés. S'il y a ça, déjà, il y a une bonne terre pour pouvoir continuer. Un acte qui permet de nourrir et maintenir son étincelle. Oui. Une attitude fondamentale à développer tout au long de sa vie professionnelle. Alors, pour moi, c'est ça un petit peu, prendre soin de soi, puis on va aller voir dans les composantes maintenant. Alors, si vous allez à la page 5, il y a une chercheure dans les années 70 qui s'appelait, je crois qu'elle est décédée, Ada Abraham, qui a travaillé beaucoup sur 3 images que nous avons dans notre profession, et c'est malheureux qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est à l'université, mais qui est encore présente en 2005. La première image, c'est l'image idéale dans notre profession. La deuxième, c'est l'image idéalisée dans notre profession. Et la troisième, c'est l'image réelle. Et prendre soin de soi, c'est de reconnaître la différence entre ces 3 images-là. Et on va examiner ça. Alors, tu veux commencer ici, la question? La question alors à se poser est la suivante. Quelle est l'image qui conduit présentement à ma vie professionnelle? Oui, quelle est l'image qui conduit votre vie professionnelle présentement? Et on va essayer de regarder là, de quoi est composée chacune de ces 3 images-là. Puis regardez avec quelle image actuellement vous travaillez. L'image idéale. L'enseignante et l'enseignant socialement idéal. Le bon et parfait enseignant, comme le bon et parfait parent. Une personne telle qu'on aimerait qu'elle soit pour chaque élève. Alors, dans notre société, on nous donne, et ça, c'est pas vous qui vous le donnez, on vous donne, à travers les parents, à travers les formations universitaires également, que je questionne beaucoup, une forme d'image idéale. Vous êtes le bon prof. Hein? La personne qui est capable de faire réussir tout le monde, que je questionne beaucoup. La personne qui est capable de prendre un jeune
au niveau de l'adolescence, puis d'essayer de faire en sorte à ce qu'ils soient heureux. Hein? Idéalement, et s'il y a ça d'entre vous, regardez si vous portez un petit peu cette pression de l'image idéale. Quand les parents viennent vous voir, et dans ma carrière, je n'ai vu des quantités de parents parce qu'ils ont besoin d'aide, c'est inouï comme ils me donnaient dans les mains cette mission un petit peu de prendre soin de leurs jeunes quand ils étaient en difficulté. C'est tout un poids. Ça ne paraît pas, mais je ne sais pas si actuellement, au début de votre carrière, vous sentez ça, cette image idéale, ou qu'il faut un petit peu là, prendre une distance. Deuxième image. L'image idéalisée, la représentation que l'enseignante ou l'enseignant s'est construite au cours de sa formation. Oui, j'arrive dans l'enseignement. Je vais leur montrer c'est quoi prendre une classe de secondaire 1 en mathématiques. Je vais leur montrer que les sciences humaines ou la géographie ou peu importe, tous mes élèves vont adhérer, puis avec ce que j'ai appris à l'université, qu'en faisant des projets, tout le monde embarque là-dedans. C'est toujours un petit peu là, cette image idéalisée. On le porte. Si on veut être honnête et authentique un peu, on porte ça. Et je pense que ça fait partie du début de notre profession. Elle est là. Des fois, on ne la sent pas. Des fois, on n'a pas pris le temps de la regarder. On a un peu une image idéalisée. Puis on entre avec ça, qui nourrit aussi son étincelle. Mais est-ce que c'est cette seule image qui nous mène? Et le risque, est-ce que c'est cette image-là qui me permet de prendre soin de moi ou qui me permet de me gruger un petit peu? Par en arrière. Troisième image. L'image réelle, faire face à la réalité, sa propre réalité, comme celle des élèves, du milieu, etc. Et choisir de composer avec cette dernière. Choisir de composer avec cette dernière. Hein? L'image est réelle. Je ne peux pas faire de miracle. Tout ce que je peux être, c'est une personne inspirante. Mais qu'il y a des élèves qui, avec moi, tu n'auras pas quelque chose pour passer à une autre étape. C'est une image réelle. Telle que je suis, avec le potentiel que je suis. Et ça m'apparaît important pour prendre soin de soi, de faire cette distinction-là. J'ai été souvent et longtemps aux prises avec une image idéale et idéalisée. On en est petit à petit, je dis, ouais, il y a autre chose. Il faut que je retombe sur le plancher, puis voir les choses telles qu'elles sont. Hein, cette image réelle. Je ne suis pas là pour sauver les jeunes, je suis là pour leur apporter ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de moi, par exemple. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Merci. Je vais continuer un petit peu. Hein? Merci. Pour prendre soin de soi, il faut admettre une chose. Que dans notre profession, on vit de la difficulté. Tu veux nous lire le premier paragraphe? La vie est difficile. Répète ça, s'il te plaît. La vie est difficile. Non. Peux-tu te demander un petit service? La vie est difficile. C'est un bon comédien. Quand j'ai lu ça pour la première fois de ma vie, c'est de Peck en 78, je dis enfin quelqu'un qui dit quelque chose de vrai et qui n'est pas toujours dans la théorie. Hein? Mais oui, vivre c'est beau, mais vivre c'est difficile. Je me lever ce matin à 5 heures, je trouve ça difficile. Il fait froid actuellement, sinon fret, comme on dit en chinois, je trouve ça difficile. Puis enseigner, puis être dans une classe, puis arriver devant un groupe de jeunes qui parfois font du transfert sur moi dans les classes, j'en parlerai tantôt, c'est pas facile. On peut-tu le dire? J'ai assez hâte que l'université en formation des maîtres, formation initiale, qu'ils puissent le dire, que c'est difficile. Mais qu'on a choisi ça pour se développer. Et c'était notre choix. Est-ce qu'il y en a qui éprouvent des difficultés dans leur enseignement? Levez la main. Honnêtement. Probablement. Mais il faut juste le reconnaître et le dire. Il y a quelque chose de difficile. Mais une fois qu'on l'admet, mon Dieu, qu'il y a quelque chose qui peut se passer différemment pour prendre soin de soi. Alors, vous lirez dans cette page ici, il y a quelque chose de difficile dans notre profession parce qu'on a une image idéalisée qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés dans notre profession. Voyez-vous? En passant, prenez en note ceci, que l'élève qui vous donne de la difficulté, c'est l'élève qui vous apprend. C'est l'élève qui vous apprend. Vous pourriez lui dire merci, mais intérieurement. Les élèves avec qui j'ai eu de la difficulté, ils m'ont appris. Ne serait-ce que de mettre mes limites. Ne serait-ce que de modifier ma façon d'être.
Et ça, c'est également quelque chose pour prendre soin de soi. Il faut peut-être juste là. Ça vous va? Bien. J'ai un autre service à te demander. Prenez le document annexe et allez à la fin. Il y a une allégorie. Je vais vous expliquer les autres. Vers la fin, la 1, 2, 3, 4, 5, 6e page de la fin. Le 20 estime de soi, vous avez ça? Devant vous? Bien. Alors, j'aimerais bien que tu lises ça et en le mimant également. Le 20 et vous participez. Le 20 estime de soi. Un conférencier bien connu commence son séminaire en tenant bien haut un billet de 20 $. Demande aux gens qui aimerait avoir ce billet. Oui. Les mains commencent alors à se lever et il dit « Je vais donner ce billet de 20 $ à quelqu'un de vous, mais avant, laissez-moi faire quelque chose. » Il chiffonne alors le billet avec force et il demande « Est-ce que vous voulez toujours ce billet? » Oui ou non? Oui. Il demande la continuation. Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon. Peu importe ce que je fais avec le billet, vous le voulez toujours parce que sa valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 20 $. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissé, rejeté, souillé par les gens ou les événements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien, mais en réalité, votre valeur n'aura pas changé aux yeux des gens qui vous aiment. La valeur d'une personne ne tient pas à ce que l'on fait, à ce que l'on a fait ou pas. Vous pourrez toujours recommencer et atteindre vos objectifs car votre valeur intrinsèque est toujours intacte, hauteur inconnue. Et c'est important, ça, ce qu'on vient de faire. Et peut-être aussi le faire aux élèves aussi en classe, à un moment donné, quand il reste quelques minutes à la fin d'une rencontre. Si ça saute, c'est pas grave, il s'en va. Mais peut-être le faire aussi, parce que dans notre vie, on va être froissé. Vous allez être froissé comme enseignant. Il va y avoir des élèves qui vont vous envoyer promener. Il va y avoir des élèves qui vont vous regarder d'un air. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? Mais s'il y a quelque chose qu'il faut apprendre pour prendre soin de soi, c'est de toujours se fier à votre valeur. Et si votre valeur change parce que l'élève vous a gossé, c'est peut-être parce que là, à un moment donné, vous lui donnez plus de pouvoir que le pouvoir que vous vous donnez à vous-même. Si on partait juste avec ça ce matin, on aurait fait beaucoup pour prendre soin de soi. Merci. Est-ce que ça va? Une fois qu'on a regardé qu'on est des professionnels, on est capable de l'admettre et de le dire. Une fois qu'on a regardé qu'enseigner, c'est pas facile. Une fois qu'on a regardé qu'on est des professionnels, on est capable de l'admettre et de le dire. Une fois qu'on a regardé qu'enseigner, c'est pas facile. Une fois qu'on a regardé quelle image qui nous mène, on va essayer de descendre plus dans la pratique, si vous voulez, ou sur le terrain, puis de regarder les 3 niveaux où on peut prendre soin de soi. Parce que pour moi, il y a 3 niveaux où on peut prendre soin de soi. J'aurais besoin de vous. Alors, allez à la page 7 et on va rentrer plus sur des éléments concrets. Je vais vous ouvrir ça, s'il te plaît. Page 7, oui. Oui, allez-y. Comment prendre soin de soi et de son étincelle? Voilà la question à explorer avec patience et constance. Une question qui nous oblige à se regarder avec authenticité. En fait, la question, c'est comment je peux prendre soin de moi et de mon étincelle. J'ai bien aimé ce qui vient de se passer. Est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que tu as observé? Je peux. Oui, il a dit comment je peux et non pas comment je veux. Je trouve ça fort intéressant. Prendre soin de soi, c'est d'observer ce qui se passe également. Et quand on change un mot, il peut se passer quelque chose de fort intéressant. Comment je peux et non pas comment je veux. C'est fantastique? Non? Hein? Quand on change des mots comme ça, il y a quelque chose de fantastique là-dedans. Voyez-vous? Alors, continuez. La réflexion à cette question m'a conduit à la constatation suivante. Prendre soin de soi et de son étincelle ne peut se faire qu'à un seul niveau. Pour nourrir son étincelle, il m'apparaît essentiel d'examiner la question sous 3 niveaux. Sous 3 niveaux. Celui du concret, celui des processus internes, celui du
sens et celui de sens de son choix professionnel, donc la spiritualité. Qu'on peut appeler la spiritualité, c'est ce qu'on va regarder dans le concret et j'aimerais que vous apportiez des exemples s'il y en a là-dedans. Je tenterai donc d'identifier des éléments qui peuvent conduire à cette recherche de prendre soin de soi ou de soin. Soin de soi, c'est une erreur. Oui. Oui. Et de son étincelle. C'est à chaque personne à évaluer la pertinence dans sa vie des éléments proposés ci-dessous et en ajouter d'autres encore plus significatifs pour soi-même. Alors, premier niveau, celui du concret, des comportements et de la pratique. Prendre soin de soi, ça commence par là. Premier niveau. Du moins, c'est un niveau important. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? En classe, s'affirmer comme professionnel et professionnel, entre autres par la position du corps, les déplacements, la voix, le regard, la parole, l'animation, etc. Il vient se passer quelque chose, hein? J'ai rectifié ma position. Voilà. Alors, pour moi, ça m'apparaît excessivement important. C'est un apprentissage que j'ai fait dans ma vie. Comment le corps joue avec des adolescents. Alors, si je me tiens comme ça, là, vous savez, là, écoutez-moi. Probablement que tout de suite là, d'attitude du corps. Hein. Le corps parle beaucoup. Je ne sais pas si à l'université on vous enseigne ça. La voix, les épaules, les déplacements. Quand j'entre dans des rangées et je viens mettre ma présence ici, inévitablement il se passe quelque chose pour des étudiants. Et moi, je prends l'espace, mon espace vital, et c'est une façon de prendre soin de moi. Pour moi, ça m'apparaît fondamental. Maintenant, pour certaines personnes, ils disent non, moi, c'est pas ça. D'accord. Quand j'étais enfant, j'ai fait sortir plusieurs profs de classe. Je vous ai dit que 4 écoles m'ont mis dehors. La première fois en 5e année, ensuite 7e, puis au secondaire 2 fois. Et je me suis une fois, j'avais dit à un prof, plus je te regarde, plus je suis pour l'avortement. Ça m'a pris des années avant d'en parler. Maintenant, je suis capable d'en parler parce que j'ai fait la paix avec ça et parce que j'ai un grand respect de l'enseignant à qui j'ai dit ça, qui a été très éducateur, j'ai une bonne conséquence, mais il y a une chose que je retiens de lui, il ne m'a pas humilié. Il m'a juste dit que tu as des problèmes, ce qui était vrai. Je voudrais vous dire aussi ceci, c'est un enseignant à qui j'ai dit ça que j'aimais. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous avez ça dans votre classe. Vous savez, dans la classe, il y a un haut niveau de transfert des jeunes sur vous. Et l'enseignant, il m'avait félicité la veille. Et étant donné que je n'avais pas une très belle image de moi, mais en dedans de moi, le soir, je me dis, il est malade, lui. Il ne m'a pas bien vu. Alors, le lendemain, je lui ai rentré dedans, en lui disant ce que je vous ai dit. Parce que là, j'avais l'impression qu'il verrait la valeur ou l'image que j'avais de moi. Vous avez des jeunes adolescents et quand je fais de la supervision de stage dans des classes, je les vois assez rapidement. Alors, j'apporte ça parce que ça fait partie de notre profession. Puis on peut regarder comment travailler avec des jeunes comme ça. Alors, je disais ceci, qu'étant jeune, j'ai fait sortir du monde et quand il y avait des suppléances qui venaient, qu'il y avait des personnes qui arrivaient et que physiquement, ils démontraient une non-confiance, mon Dieu Seigneur, que j'en profitais pour être baveux. Parce qu'avec leur attitude, ça menait à rejoindre ma non-confiance. Et je dis donc, mon Dieu, qu'il faut travailler avec le corps dans notre profession, avec sa voix. Parce que c'est là que je vais prendre mon espace et c'est là que je vais me permettre de prendre soin également de ma vie professionnelle. On ne parle plus de ça du tout à l'université. Je trouve ça dommage. Ben, on fait de la métacognition, de la métacognition, de la métacognition. On ne sait plus c'est quoi être méta. Mais mon Dieu, c'est basique comme on dit. Alors, continuez. Démontrer son autorité professionnelle aux élèves, aux parents, présenter le cheminement de sa formation, ses connaissances, ses compétences, ses règles de vie. Oui, puis parlez aux élèves de votre cheminement universitaire. Peut-être même, je le disais tantôt, apportez votre diplôme, affichez-le. Ce n'est pas par snobisme. Si vous êtes mal à l'aise, ce n'est pas le problème des élèves, c'est votre problème. À vous reconnaître. Oui. Pardon? C'est de dire que tu as affaire à un professionnel qui peut t'aider. Hein? On peut le faire de mille et une façons. Je dis juste que pour moi,
c'est une façon parmi tant d'autres, et parfois c'est une façon que je peux utiliser. Et je ne dis pas qu'il faut le faire absolument, mais au moins de lui montrer aux élèves que si tu veux te laisser aider, et je pose souvent la question, veux-tu que je t'aide? Oui ou non? Et je me sens capable de t'aider. Sur des élèves, des fois, ça fait rien. Sur d'autres élèves, des fois, oh, ça peut faire quelque chose. Mais je m'affiche comme un professionnel qui a des compétences. On peut continuer? Afficher son... Long, ok, j'en ai parlé. Ok, allons à l'autre. Mettre ses limites, savoir dire non avec calme et justification. Je vais poser une question à tout le monde. Combien de fois par jour vous dites non à des élèves? Pardon? Je dis 4 périodes par jour, fait 8-9 fois. 8-9 fois, et c'est important de dire non. Et c'est important pour moi de dire non. C'est de mettre des limites et c'est d'enseigner à l'élève, dans son intelligence émotionnelle, à accepter également des limites. Vous savez, une des caractéristiques de l'intelligence émotionnelle, c'est de remettre le plaisir à plus tard. Autrement dit, d'être patient. Et quand je dis non à un élève, c'est que je suis en train de travailler chez lui des ingrédients de son intelligence émotionnelle. Et en même temps, je suis en train, par ce geste-là, à lui démontrer qu'il y a un cadre et à prendre soin de moi. Et à prendre soin de moi. Voyez-vous? Continue. Éviter le conditionnel, si, le chantage, la mollesse, faire choisir l'élève. Oui, une chose que moi, j'essaie de travailler le plus possible, c'est d'éviter le si. Quand j'étais jeune, on me disait, si tu ne laisses pas tranquille, Robillard, tu sors. C'est sûr que je sortais. Parce que, un, je voulais voir si c'était vrai, et deux, il y avait un conditionnel. Mais quand on me disait, Robillard, voici les limites, et tu as le choix. Être là-dedans, puis il va se passer des choses, ou choisir d'autres choses. Et le choix me fatiguait. Alors, je dis juste que prendre soin de soi, c'est d'emmener l'élève à choisir. Alors, peut-être voir ça dans son vocabulaire. Peut-être voir ça dans son vocabulaire. Démontrer de la rigueur, donc exiger l'effort. Oui, oui. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise à exiger l'effort chez les élèves. Qui est à l'aise? Toi? 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 C'est une façon de prendre soin de soi. Et d'emmener l'élève dans l'effort. C'est sûr que l'élève a besoin d'être, comme on dit, stimulé. Là. Sourire, rire, avoir un humour sain. Oui. Vous aimez sourire? Oui. J'avais un beau sourire. Non, naturellement, comme tout le monde, vous savez, mais quand vous êtes devant une classe, là où il y a des élèves qui comptent, c'est pas évident, ça ne sort pas parfois. Non, parfois ça ne sort pas, c'est très vrai. Mais, à un moment donné, si on peut le faire. Hein? Et c'est sûr que ça se fait peut-être pas au début de la rencontre, tout dépend des personnes, ça peut se faire aussi. Mais je dis juste que le sourire, peut-être mettre un petit brin d'humour à la fin d'une classe, si ça saute, il part. Parfois, ça ne revient pas. Puis parfois, ça ne revient pas. Souriez, ça ne revient pas. Oui, attention, c'est pas à cause que ça ne revient pas que je n'ai pas sourire. Ça aussi. Ça m'apparaît important. Il ne faut pas toujours que ça revienne. Oui, mais vous avez l'impression d'être un clown. Oui. Ah ouais? Un beau clown, en tout cas. Ah, un beau clown, un beau clown. Non, mais sans blague. Et juste à porter le sourire, c'est sûr que vous êtes avec des adolescents qui sont dans une période, je me souviens très bien de cette période-là, mais je me souviens très bien des enseignants qui m'accueillaient avec un sourire. Et quand dans moi, ils venaient me travailler. Vous peut-être vous pensez, Non, non, pas du tout. Essayons de revenir à ce qu'on était. Je me fie beaucoup à ça. Mais c'est des gens qui persistaient, qui m'accueillaient. Puis en dedans de moi, qui me dérangeaient, je ne leur souriais pas. J'étais parfois baveux, comme je peux l'être, encore. Mais en même temps, ils mettaient des gants. Et en même temps, je les trouvais solides. Et en même temps, je les enviais un petit peu. Voyez-vous? Ah, c'est là que j'aimerais qu'on regarde aussi, que ce n'est pas toujours en attendant. Mais si ça fait du sens, voyez-vous? Vous avez un sourire? Oui. Vous souriez souvent? Très souvent. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Je suis de nature généreuse, fait que je ne me vois pas parler à quelqu'un sans sourire. Oui, et avec... Ça fait plaisir de voir aussi du monde qui sourit. En plein temps. Oui, et avec les élèves, ça va? Oui, ça va. Oui, vous n'avez pas de problème parce que avec vous souriez. mon sourire, non.
Non. Non? D'autres problèmes, oui, mais pas pour les D'autres problèmes? On les regarde. Vous aviez une question? Oui, bien juste une... Oui, parlez fort, s'il vous plaît. Je peux-tu vous demander un service? De vous lever? Oui, oh, non, non, juste là pour l'instant. Tantôt, je vais vous emmener à l'avant. Non, non, c'est pas grave, ils aiment ça être dérangés. Non, ce que je veux dire, parce que le monsieur disait, ah, tu souris, tu as l'impression que les élèves te sourient pas en retour. Juste faire l'expérience de, quand tu accueilles tes élèves en classe, je l'ai essayé, c'est pour ça que c'est, puis récemment à part ça, quand tu tiens la porte et que tu accueilles les élèves, tu les accueilles avec le... Ouais, je fais ça, c'est bon, continue. Puis t'es pas de bonne humeur en fait. Tu es un petit peu fâché, puis tu sais qu'ils n'ont pas fait leur devoir, puis tu sais qu'ils vont rentrer, puis qu'il y en a qui n'ont pas leur chose. Mais tu les accueilles avec le sourire, bonjour, tu les salues à chaque fois qu'ils rentrent, pas tous individuellement. Et puis, autrement, si tu les laissais d'une autre manière, tu les accueilles pas à la porte, tu restes à ton bureau, tu les salues pas, tu vas avoir un effet. Tu sais, il faut que tu te conditionnes aussi. Là, je sais pas, j'ai essayé récemment, puis c'est vrai que ça fonctionne. Et j'accueille les élèves en souriant, ils disent, hey, là, il y a beaucoup de bonne humeur, tu sais. Les rentrent, puis ils ont une prédisposition de se dire, peut-être que, s'ils rentraient bougonnants, ben, ils vont peut-être oublier, le bougonnage. Très juste, très juste. Ils ont une petite mémoire, tu sais. Il me semblait que j'aimerais vous raconter une chose, une expérience que j'ai vécue. J'ai passé une fin de semaine, parce que je suis un peu un touche-à-tout, puis je suis curieux. La curiosité, hein, c'est l'apprentissage, c'est l'intelligence. Alors, je m'étais inscrit une fin de semaine pour un atelier avec Sogyal Rinpoche. Et je ne pas parce que je dis ça, vous là. Franchement. C'était son nom, Sogyal Rinpoche. C'est lui qui a écrit le livre tibétain de la vie et de la mort, qui est un bouddhiste, mais je ne suis pas bouddhiste. Mais je suis curieux. Les cultures, ça me passionne. Comme il y a beaucoup de cultures, ça m'a toujours fasciné. Alors, je m'inscris vendredi soir, samedi, dimanche. Alors, on est à l'auditorium comme ça, c'est plus simple. Alors, lui, il arrive, il s'assied, s'installe, puis il a sa cafetière, toujours, pas sa cafetière, sa théière, une petite tasse de thé. Il commence ceci. En fin de semaine, je vous demande d'agir ainsi. Il fait ça. Il dit, allez-y, faites un petit sourire. Allez-y tout le monde. Il dit, j'aimerais que vous demeuriez comme ça toute la fin de semaine. On était assis, mon voisin. Et vu que ça coûtait cher, je me suis dit, je vais aller pratiquer un petit peu. Hein? Je vais voir où ça va mener. Alors, le vendredi soir, c'est plus le samedi. Hein. Mais ce qui était bizarre, puis ça je dois l'admettre, c'est que le dimanche après-midi, on sentait qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose de différent. Juste par ça, pour sourire. Ça rejoint ce que vous avez dit. Et dans mes lectures par après, et vous lirez le livre de Goldman qui en parle sur l'intelligence émotionnelle, comme quoi travailler une attitude physiologique, musculaire, qui peut avoir des transformations intérieures. Alors, je la propose. Voulez-vous continuer? Donc, accueillir les élèves. Oui, accueillir les élèves. Je ne sais pas comment vous les accueillez en classe. Je vous propose ceci, que si c'est possible, dans les limites du possible, dans la réalité, si vous êtes prêts tout ça, puis si vous êtes en deux coups essoufflés, de vous placer à la porte de la classe, dans le cadre de la porte, pour qu'ils puissent passer devant vous. Et croyez-moi, ça donne quelque chose. D'abord, vous allez les sentir. Hein? Ça m'est difficile de sentir quelqu'un qui est dans la dernière rangée. Si vous êtes plus près de moi, oui. Et deuxièmement, ça donne quelque chose. Hein? Il y a des énergies là-dedans qu'on ne veuille pas. Et quand je fais ça, j'ai toujours l'impression, personnellement, que je prends soin de mon statut professionnel. Ce que je veux, c'est d'être un maître devant les élèves. Respecter et se faire respecter. Oui, se faire respecter. Hein, non, tu ne me parles pas comme ça. La chose qui me choquait beaucoup dans les stagiaires, par exemple, qui me choque encore, c'est quand, dans une classe, la stagiaire ou le stagiaire se fait interpeller par un jeune de façon que j'appelle non polie. Il faut lui dire. Il faut lui dire.
je veux bien te respecter, mais tu dois aussi me respecter. Et en lui disant ça, j'y mets des propres limites pour lui aussi. Essayez de penser que quand j'interviens, c'est que j'aide le jeune à y mettre ses propres limites et peut-être à se faire respecter aussi. Évitez de toujours être la première personne responsable de la motivation des élèves. D'abord être inspirant, démontrer du plaisir à pratiquer sa profession et ensuite amener l'élève à choisir de s'automotiver, ensuite respecter leur choix. Je voudrais vous dire ceci. Je ne sais pas si je vais défaire ce qu'on vous a déjà dit. Je le souhaite. Et je vous dis ceci, vous ne pouvez pas motiver les élèves. Madame? Vous? Moi? Oui? Voulez-vous venir ici, s'il vous plaît? Oui. Ouvrez mon poing. Travaillez, ouvrez-le. Tu ne peux pas me motiver. Vous ne pouvez pas motiver des élèves. La seule chose que vous devez, que vous pouvez faire, c'est par ton allure, ton attitude, ton regard, ta façon d'être, que je me motive à ouvrir mon poing, parce que même si tu me coupes le poing, intérieurement, il ouvre. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je cherche à dire. Ça m'a pris des années à comprendre ça. Je me mettais tellement de pression à motiver des élèves, quand je sais maintenant que je ne peux pas vous motiver ce matin. Il faut que je sois inspirant un peu. C'est depuis le début que je parlais comme ça. Probablement qu'à date, il n'y en a personne, plusieurs qui seraient partis. Il faut que je sois inspirant, dans les limites de mes possibilités. Mais je ne peux pas motiver un élève. Demandez ça aux élèves, hein? C'est l'élève, là, qui vous voyez qui ne travaille pas, là, demandez-lui de mettre son poing comme ça. Faites-le, tout le monde. Mettez votre poing. Essayez-le physiquement. On est là, on veut leur faire des choses, on ne l'a pas fait. Puis là, petit à petit, ouvrez votre poing. Sentez-le. L'élève, c'est la même chose. C'est demander aux élèves, est-ce que tu arrives ici avec le poing fermé? Je ne peux pas te l'ouvrir, ton poing. Puis plus que je vais essayer, plus tu vas le fermer. C'est tout à fait normal. Quand tu seras disposé à ouvrir ton poing, et là, je pourrais t'aider. Des fois, je considère qu'avec des jeunes, on est trop conceptuel et abstrait. On n'est pas assez physique avec le corps. Et ça, pour moi, la personne qui m'a fait ça, parce que j'enseigne ce qu'on m'a fait, oh mon Dieu, que... Savez-vous qu'est-ce que j'ai dit intérieurement lorsqu'elle m'a fait ça? Intérieurement, je l'ai envoyé promener. Oui, parce que j'étais un réactionnaire, j'étais un baveux. Intérieurement. Puis le lendemain, j'ai compris un petit peu. Je suis toujours plus lent que les autres, j'ai doublé 2 fois. C'était permis dans le temps. Ouais. Je me demande qu'est-ce que ça va avoir l'air quand ça va arriver au secondaire, ceux qui ne reprennent pas des années au primaire. Oui, hein? Et ça, je trouve ça affreux, hein? Je trouve ça affreux. Je suis pour faire redoubler intelligemment. Mais non, on n'ira pas là-dedans, on ira pour la journée. Et la journée que j'ai ouvert mon poing, il s'est passé quelque chose. Mais juste apprendre qu'on ne pouvait pas motiver les élèves. Et je le dis maintenant. Et le fait que ça soit dit, il y a des élèves, des fois, qui prennent ça en main. Ça vous va? Merci. On continue? Se créer un portfolio de ses coups de cœur, ses réussites, les marques externes d'appréciation, ou encore une boîte à email. Oui, j'ai à la maison, je ne l'ai pas apporté, j'ai à la maison un portfolio, j'ai mis ça dans un cartable, de mes coups de cœur depuis que j'enseigne, moi à peu près. Des premières années, je n'y pensais pas, on ne me l'avait pas enseigné. Puis je suis allé dans une formation comme vous, puis quelqu'un me parlait de ça, puis intérieurement, je suis toujours réactionnaire. Vous autres, vous ne l'êtes peut-être pas, mais moi, toujours comme ça. Puis ensuite, ça vient. Là, je commençais à ramasser ce qu'on me donnait. Un petit mot, une carte, un message quelconque. Et je m'aperçois que maintenant, 40 ans d'enseignement, pas loin, oh mon Dieu, que j'ai revu. Des fois, je regarde ça. Et je me dis, mais j'ai fait du bon travail. Je vous invite un jour à dire à vos élèves, vous êtes privilégiés de m'avoir comme prof. Oh! Oh! Il faut être solide, madame. Mais en même temps, dire aux élèves que je suis privilégié de vous avoir. C'est parce que je vous ai là que je peux faire un travail que j'ai choisi. Mais vous êtes privilégiés de m'avoir. Parce que tu as des connaissances, tu as des compétences et tu t'investis. Eux autres, un jour, ils vont se sentir privilégiés d'être vivants et d'être avec d'autres personnes.
C'est pas possible, comme au Québec, ici, on a cette maladie, nous allons à dire, de se sous-estimer. Et on voudrait que les élèves travaillent leur estime de soi. Ils voudraient travailler la nôtre. Construire un collage de photos, entre autres sous forme de mandala, qui représente comment on veut prendre soin de sa vie professionnelle et personnelle. Oui, dans un cours sur l'intelligence émotionnelle que je donne, dans le cours, je leur fais faire ça, un mandala. Vous savez ce que c'est un mandala? C'est un cercle. Hein? C'est très, très mathématique, c'est géométrique, hein? C'est de la symétrie. Et avec des collages de photos et tout ça. Regardez comment vous voulez prendre soin de vous. Des fois, il faut sortir des sentiers battus. Hein? Je constate que des fois, on reste trop dans un sentier qu'on connaît. Je vous invite à ceci, si jamais ça vous tente. Nous, comme enseignants, c'est de lancer des pistes. Hein? Et de laisser l'autre choisir. Mais quand je lance quelque chose, c'est parce que je l'ai fait. Je ne lance rien de ce que je n'ai pas fait, parce que je me sens incohérent. Alors, si ça vous tente, comme jeune prof, je le fais faire à mes stagiaires. Faites un dialogue avec l'enseignant qui dort à l'intérieur de vous. Je vais te l'expliquer.